Bonsoir à tout le monde. On continue les shiurim de Shabbat. On a fait un shiur il y a 2 semaines. La semaine dernière, je n'ai pas pu venir. Donc, on était en plein dans la melacha de Gozez. Et on continue cette semaine, malgré tous les événements. Et tout ce qui se passe, ça fait partie des événements qui nous dépassent complètement avant la venue du Mashiach. La seule chose qui nous reste, c'est le limud Torah. En lanu al milei shaen, et là la vinu sheba shamayim. Renforce dans la émouna, renforce dans le limud Torah et surtout dans le limud, dans l'étude qui amène à accomplir. Et d'autant plus le Shabbat. Garder le Shabbat. Être shomer Shabbat, c'est la meilleure des mitzvot et des zgulot pour se renforcer dans la émouna. Donc on continue la melacha de Gozez. Alors il y a 2 semaines on a fait un cours assez compliqué. Alors je vous rassure, on ne va pas reprendre ça. On va au fur et à mesure. D'accord ? Au fur et à mesure de cours, c'est des règles qui reviennent toutes sans arrêt, qui sont... On a beaucoup à faire dans ces règles pour les lachot de Shabbat. Au fur et à mesure de cours, on va reprendre ça sous plusieurs formes, doucement. D'accord, on a trop commencé ça dans un cours, ça a été un peu trop chargé. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va reprendre en bref un résumé de la melacha de Gozez. Il y a encore quelques points nouveaux qu'on n'a pas vus. Et si on a le temps, on entame une nouvelle melacha. Tov. Comme on a l'habitude de faire dans tous les cours, d'accord, dans tous les cours de Ilchot Shabbat, l'essentiel de l'étude des halachot Shabbat. Quand je parle d'étude, ça veut dire de manière à connaître pour pouvoir savoir appliquer dans tous les cas pratiques, tous les cas qui sont très pratiques et courants de tous les Shabbats. Il faut d'abord étudier ça en profondeur, c'est-à-dire en profondeur de manière concise, de manière d'une étude de base. Ça veut dire quoi? Prendre chaque melacha et l'étudier comme il faut, c'est-à-dire d'abord la définir. Quand je dis melacha, c'est-à-dire action interdite. Il y en a 39. Prendre chaque melacha, bien la définir. Une fois qu'on a défini l'acte qui est interdit par la Torah. Alors, il y a quelque chose qui revient toujours dans les cours, on a parlé de ça plusieurs fois, et c'est bien toujours de répéter, parce que c'est quelque chose de fondamental. À chaque fois, je précise, est-ce que c'est un interdit de la Torah, ou est-ce que c'est un interdit des Chachamim? D'accord? Alors vous allez me dire que ça peut me faire, c'est un interdit. C'est-à-dire, point de vue interdit dans l'action, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune différence si je fais un acte qui est interdit par la Torah elle-même, ou si je fais un acte qui est interdit par les sages. C'est-à-dire qu'il n'est pas écrit du tout dans la Torah, seulement les sages, les Chachamim, ils ont fait toute une sorte de barrière autour de la Torah pour renforcer la Torah. Donc ça peut être des actions qui peuvent nous amener à faire l'interdit de la Torah, ça peut être des actions qui ressemblent à l'interdit de la Torah. Il y a toutes sortes, dans chaque melacha qu'on étudie, il y a la melacha telle qu'elle, c'est-à-dire définition de l'acte tel qu'il est par la Torah. Donc c'est un interdit clair, avec des règles très précises. Donc ça, c'est un interdit par la Torah. Et après, tout autour de ça, il y a des interdits des Chachamim. Dès qu'on ne rentre plus dans les critères de la melacha, alors on descend de niveau et ça devient des Chachamim. Tout autour, il y a des melachot de Chachamim. Dans chaque melacha qu'on étudie, on fait la liste de toutes les choses qui sont interdites par les Chachamim. Qu'est-ce que ça peut me faire si c'est interdit par la Torah ou par les Chachamim? Une différence. Point de vue de l'homme, c'est exactement pareil. C'est même grave de dire que on a tendance à penser que puisque c'est les sages qui ont interdit ça, donc c'est pas comme la Torah. Ça, c'est grave de penser quelque chose pareil, parce que c'est la Torah elle-même qui nous a dit d'écouter les interdits des Chachamim. Je parle quand d'interdits des Chachamim, je parle d'interdits qui figurent clairement dans le Talmud, dans le Shulchan Aruch, dans tous les livres de l'Halakha. Donc il n'y a aucune différence. Donc quel est l'intérêt de dire est-ce que c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit des Chachamim? Ça revient à chaque fois, à chaque cours. Le premier intérêt, c'est d'abord de comprendre pourquoi c'est interdit ou pourquoi c'est permis. Juste pour comprendre. Si ça rentre dans le cadre de la Melacha, donc c'est la Torah qui a dit on ne fait pas de Melacha le jour de Shabbat. Donc il n'y a pas à comprendre. La Torah elle a dit, on accepte, on exécute ce que la Torah nous dit. Si c'est les Chachamim, là c'est différent.
On peut demander pourquoi les Chachamim ont interdit. Sur ça, il va y avoir plein de réponses. Pourquoi? Parce que ça peut t'amener à, la prochaine fois, à commettre l'interdit lui-même. Pourquoi? Parce que ça ressemble. Pourquoi? Il y a plein d'explications pourquoi. Mais, donc d'abord, il faut comprendre pourquoi c'est interdit. Et donc, on comprend après aussi pourquoi c'est permis. On comprend beaucoup mieux. Donc, pour la compréhension des choses, il faut bien définir est-ce que c'est un interdit de la Torah ou des Chachamim. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est très important, c'est que lorsque c'est un interdit de la Torah, alors il n'y a pas grand-chose à faire avec. Ça veut dire que c'est interdit, on ne pourra jamais permettre l'interdit. Tandis que si c'est un interdit des Chachamim, alors là, il y a beaucoup de critères, beaucoup de conditions pour que ça soit interdit. Et il y a beaucoup de règles, parmi ces règles-là, toutes les règles qu'on a parlé il y a 2 semaines. Il y a des règles qui vont rentrer en jeu et qui vont être plus on va dire plus cool pour un Issour des Chachamim, lorsque cette règle rentrera en jeu. D'accord? C'est-à-dire un interdit des Chachamim. Il a certaines, puisque c'est les Chachamim qui ont fait, donc ils ont eux-mêmes leurs critères. Donc pour que ça soit interdit, il faut plusieurs conditions. Dès qu'il manque une des conditions, ça va devenir permis. Donc on a besoin, il y a l'approche qu'on a à un interdit des Rabbanan, ça n'a rien à voir avec l'approche qu'on a sur la Torah, je parle approche ilchati. Pas d'approche par rapport à moi, ce qui m'oblige à accomplir. Point de vue accomplissement, une fois que j'ai défini que c'est interdit, alors c'est interdit. D'accord? Seulement, puisqu'il y a beaucoup de règles, donc il y a beaucoup de règles qui vont rentrer en jeu, et dans plusieurs conditions, l'interdit des Chachamim va être permis, ce qui est quasiment impossible dans un interdit de la Torah. Donc c'est très important à chaque mélacha, chaque sujet qu'on parle, bien définir, pour comprendre, et aussi pour arriver à des cas pratiques à régler, à trancher des halachot de manière claire. Est-ce que c'est un interdit de la Torah et un interdit des Chachamim? Et ça revient d'ailleurs toujours sans arrêt. Donc ça, c'est une introduction qu'il faut bien retenir. D'accord? Point de vue interdit, c'est exactement pareil. Seulement, on a besoin de comprendre et on a besoin aussi de mettre en place et en pratique et des différences entre un interdit de la Torah et des Chachamim. Revenons à notre Melechet de Gozès. Alors, une révision bref. Toujours, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on définit? Définition. Définition de la Melacha. Rappelez-vous, il y a Av et Tolda. Ça, c'est tout le temps, on définit. Lorsqu'on veut définir une Melacha, on fait la définition. On dit le Av. C'est quoi le Av? Ça veut dire action père qui était dans la construction du Mishkan. Et une fois que j'ai réfléchi sur l'action père et j'ai trouvé découle de ça une définition, alors il va y avoir tous les Toldot. Parachat de Shavua, c'était parachat de Toldot. Toldot, c'est les enfants, les dérivés. Toldot, Yitzhak. Donc les dérivés de cette action père, ça va être plein d'actions qui vont bien sûr répondre à la définition de la Melacha et qui vont être interdits par la Torah. C'est quoi la définition? Alors on a dit, détacher un élément de sa source vitale dans le monde animal, l'homme inclus. D'accord? On a parlé de la laine d'un mouton. Ça, c'était dans le Mishkan. D'accord? Dans le Mishkan, c'était on avait besoin de tondre la laine du mouton pour pouvoir faire des habits en laine. Ou les habits du Kohen Gadol, ou la tenture. D'accord? On avait besoin de laine. Donc on tond le mouton. La laine, elle est accrochée sur le mouton. Je détache la laine du mouton. Ça, c'est la définition. Un deuxième endroit au Mishkan aussi, on avait besoin de peau. Et pour que la peau elle soit bien belle, pour qu'on puisse la travailler, après la poncer, après pour utiliser aussi toutes sortes de tentures, il faut enlever les poils de la peau. Donc on voit, il y a deux fonctions, il y a deux buts ici dans cette action. Action avec un but, ça aussi c'est une règle. Il faut qu'il y ait une action avec un but précis. Donc il y a deux buts ici. Ou bien pour embellir la peau, en enlevant les poils qui sont attachés dans une peau de daim, de cerf, il y a toujours plein de poils, on enlève tous les poils, donc on arrache les poils. C'est détaché de sa source vitale. Ça s'appelle source vitale même si la peau elle est morte. Et enlever la laine d'un mouton. Donc dans les deux cas, c'est deux actions que je suis gozès, que je détache de sa source vitale, mais c'est deux buts différents. Un, c'est pour utiliser ce que je détache, et l'autre, c'est pour embellir la source que j'ai détachée. Donc, cas pratique, se couper les cheveux, se couper les ongles, se couper de la peau, arracher de la peau.
et arracher les poils du pot, arracher les poils d'une fourrure, tout ça, c'est ou bien parce que j'ai besoin de la chose, donc dans le cas de la laine par exemple, ou bien parce que c'est une action d'embellir, embellir la personne, l'homme par exemple. Que ce couplet, je veux que ce couplet s'embellit. Donc tout ça, c'est le but, ça répond à l'action de la melacha de Gozez. D'accord? Ça, c'est la définition. Maintenant, on a parlé tout à l'heure. Deoraita, Derabanan. Où est-ce qu'il est? Donc l'interdit, ce qu'on a parlé, c'est l'interdit de Gozez. Où c'est qu'on a vu dans les cours d'avant un interdit de Gozez qui va être Miderabanan, par les Chachamim. Qui c'est qui se rappelle? Vous pouvez intervenir, si vous voulez. On a défini maintenant l'interdit de la Torah. Quand est-ce que ça va être interdit par la Torah et quand est-ce que ça va être interdit par les Chachamim? Quelqu'un qui se rappelle? D'ouvrir le micro chaque fois que vous voulez poser une question. Ou intervenir, ou répondre. Personne ne se rappelle? Ça fait 2 semaines. 2 semaines, c'est pas mal. Se coiffer peut-être, non? Avec une brosse? Non, là, on n'est pas encore arrivé au cas pratique. Ah, on n'est pas encore là. On est dans les définitions. Quand est-ce que c'est interdit par la Torah? Si par exemple je parle des cheveux et des ongles, et d'accord, de tondre un mouton, quand est-ce que ça sera un interdit par la Torah et quand est-ce que ça sera un interdit par les Chachamim? Tout dépend des actions. C'est-à-dire? Parce qu'il y a donc une action directe, c'est interdit donc par... Non, je parle que je fais une action directe. Oui. Quand c'est sûr. Une action directe, par exemple, je tends de manière normale, mouton. Très bien. Donc je utilise un ustensile. Bien fait. Très bien. Lorsque j'utilise un ustensile. Si j'utilise un ustensile, c'est un interdit de la Torah. Si j'arrache avec mes mains, c'est un interdit des Chachamim. Donc voilà, premier exemple de ce qu'on a parlé au début du cours. Définir Doraïta et des Chachamim. Pourquoi c'est les Chachamim? Pourquoi c'est pas un interdit de la Torah d'arracher avec la main? Comme a dit, c'est parce que c'est quelque chose d'anormal. On n'arrache pas les cheveux avec la main. On n'arrache pas les ongles avec la main. On n'arrache pas les moutons, la laine d'un mouton avec la main. Donc, puisque c'est anormal, donc ça ne peut pas être une melacha. Donc ça sera interdit par les Chachamim. On a même fait la distinction entre une peau qui est vivante et une peau qui est morte. Une peau qui est vivante, c'est lorsqu'elle est rattachée à l'animal. Là, il y a une différence entre la main. Arracher, c'est pas normal. Couper avec une clé, c'est normal. Mais lorsque la peau, elle est déjà morte, même arracher avec la main, c'est normal. On a parlé des plumets imploumés avec la main. C'est normal. Parce que qu'est-ce qui fait que c'est anormal? Parce que la bête, elle souffre. Donc c'est pas normal. Un homme même, s'arracher les cheveux, c'est pas normal. On s'arrache avec un... Pourquoi on s'arrache avec des ciseaux, avec un... Parce que ça fait pas mal. Donc s'arracher, c'est une action anormale. Donc on ne peut pas transgresser une melacha le jour du Shabbat. Dans les critères de melacha, il faut que ce soit un acte important, normal. Ça, c'est un des critères de melacha. Donc comme on a dit, peu importe, ça c'est interdit, ça c'est interdit. On va voir que ça va changer lorsqu'on va appliquer plus de règles dans cet interdit de Chachamim. Et prenons par exemple les cheveux et les ongles. Si je prends un coupe-ongle ou si je prends un ciseau, ça sera un interdit de la Torah. Parce quoi? Parce que j'embellis le corps. Donc il y a un but précis, c'est un interdit de la Torah. Si quelqu'un se ronge les ongles, d'accord? À part le fait que c'est pas très recommandé, mais ilchatiquement, c'est un interdit des Chachamim. D'accord? Se ronger les ongles le jour du Shabbat. Donc, maintenant il y a un problème. Quelqu'un qui a une fois le Chazon Ish, on raconte, il a vu quelqu'un qui se ronge les ongles en pleine semaine. Et il lui a dit, t'es Mechalel Shabbat. Il dit, comme Mechalel Shabbat, on est lundi, on n'est pas Shabbat. Il a dit, mais si tu prends l'habitude de te ronger les ongles toute la semaine, le Shabbat, ça va être très difficile de ne pas se ronger les ongles. On peut rêver et on peut ronger les ongles par habitude. Donc, à part de la mauvaise habitude de se ronger les ongles, il y a une deuxième raison de ne pas se ronger les ongles, pour ne pas prendre l'habitude et se ronger les ongles le jour du Shabbat, qui est un interdit des Chachamim.
Parce que j'utilise pas un coupe-ongle, mais ça saute. D'accord? Pareil, arracher les poils des cheveux. D'accord? S'arracher la poil des cheveux à la main, c'est un interdit des Chachamim. Maintenant, il y a un Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, c'est le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit quelque chose d'intéressant. Il parle de la peau des lèvres. La peau des lèvres, ouais, ça, même si on les enlève à la main, il dit que quasiment sûr, il n'a pas tranché, mais il est quasiment sûr que c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que personne, on va dire qu'il y a des petites peaux autour de la lèvre, on va dire. Des petites peaux des lèvres qui sèchent et des peaux. Ces petites peaux-là qu'on arrache, personne n'utilise un ciseau pour s'arracher ces peaux-là. L'habitude, elle est d'arracher avec la main, ou avec les dents, ou avec la main. Donc c'est différent, regardez la différence qu'il y a entre cheveux et ongles et les peaux, les petites peaux qu'il y a autour des lèvres. Les peaux qu'il y a autour des lèvres pendant Shabbat, le Mishnah Bora dit que si quelqu'un il arrache ça comme ça avec la main, ça me dérange un peu. Il ne tranche pas à 100%, mais il est quasiment sûr que c'est un interdit de la Torah. Malgré qu'on fait ça avec la main. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on arrache. Donc c'est normal. Donc si c'est normal, c'est un interdit de la Torah. Donc ça aussi c'est très courant. Allô? Vous m'écoutez là? Allô? Oh, ça a sauté. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas vrai, ça, c'est pas vrai. C'est ça, j'appuie sur Kibouille. On était en train de parler sur les peaux des lèvres. Quelqu'un qui a des peaux qui l'embêtent autour des lèvres. Est-ce qu'il a le droit de l'arracher pendant Shabbat avec la main? Qu'est-ce qu'on a dit? Non, c'est interdit. Par la Torah ou par les Chachamim? Par la Torah. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est la manière. Donc tout, on regarde à chaque fois c'est quoi la manière. Donc il n'y a pas de règle main ou ustensile. D'accord? Les cheveux, s'arracher les cheveux, c'est pas normal. S'arracher les ongles, c'est pas normal. Mais les peaux, c'est normal. Donc c'est quasiment sûr que c'est un interdit de la Torah. Maintenant regardez comment on va utiliser ça maintenant, comme on a parlé tout à l'heure. Quelle différence si c'est un interdit de la Torah ou si c'est un interdit des Chachamim? Il y a un autre cas qu'on va voir. On a dit que lorsqu'on utilise un coupe-ongle, c'est interdit par la Torah. Il y a un cas où lorsqu'on utilise un coupe-ongle, même si j'utilise un coupe-ongle, ça sera interdit par les Chachamim. Quel cas? Si jamais mon ongle, il est quasiment coupé. C'est-à-dire il reste encore un petit bout de l'ongle. La majorité de l'ongle est détachée. Avant Shabbat, où quelqu'un il a pris un coup, il s'est coupé. Il reste un petit peu d'ongle qui est détaché, qui est attaché à l'ongle. Si quelqu'un prend un coupon pendant Shabbat et qui coupe, c'est un interdit des Chachamim. Comprenez pourquoi? J'utilise un ustensile. L'explication elle est simple. C'est puisque la définition de Gozez, c'est détacher quelque chose de sa source vitale, étant donné que quasiment tout l'ongle est détaché, donc ça ne s'appelle pas vraiment attaché à sa source. Donc ça n'a pas encore la mélacha. Ou encore comment on prend la définition, on analyse comme il faut, dès que c'est plus que dans la définition, ça descend d'un niveau et ça devient un interdit des Chachamim. Donc même si j'utilise un ustensile dans ce cas-là. C'est clair? Parce que ça c'est l'ongle qui est vraiment attaché, couper vraiment l'ongle. L'ongle est vraiment attaché de manière naturelle. Je le coupe avec un coupe-ongle, c'est mamash la melacha de Gozez. Mais là mon ongle est complètement détaché, il reste juste un tout petit bout qui est arraché. Ça sera un interdit des Chachamim de couper avec un coupe-ongle. Maintenant, la halacha elle dit que si jamais quelqu'un a un ongle comme ça qui est quasiment arraché et ça lui fait mal,
il a le droit d'arracher cet ongle avec la main ou avec les dents. Pas avec un coupe-ongle. Coupe-ongle, c'est interdit des chachamim. Mais puisque même si je le fais avec, dans ce cas-là précis où la majorité de l'ongle a déjà été coupée et il reste un petit bout rattaché, et que même si je le coupe avec un ustensile, c'est qu'un interdit des chachamim, dans un cas où je souffre, je suis mitztaher, ça me dérange, je souffre de cet ongle-là qui me dérange, j'ai le droit de l'arracher avec la main. Parce que là, déjà, même avec un cli, c'est un interdit des chachamim. Donc quand je l'arrache avec ma main et que j'ai mal, les chachamim m'ont permis. Vous voyez comment on prend des interdits des chachamim et dans des cas précis, ça devient permis. Si c'est un interdit de la Torah, alors que ça me fasse mal ou pas mal, c'est interdit dans tous les cas. On ne peut pas permettre un interdit de la Torah parce que j'ai mal. Seulement, puisque là on a mal et que quasiment l'ongle est totalement arraché, donc il n'y a pas vraiment la melacha de gozez, il reste quand même un interdit des chachamim si j'utilise un ustensile. Lorsque je n'utilise pas un ustensile, les chachamim n'ont pas fait de xéra. Les chachamim ont fait une xéra dans un cas normal, pas dans un cas où c'est quasiment arraché. D'accord? Donc voilà un cas pratique qui est permis, qui devient permis dans un cas où on souffre et que la majorité de l'ongle est arrachée. Tandis que si c'est des morceaux de peau qui me dérangent autour de la lèvre, donc là, que ce soit un petit morceau, que ce soit un grand morceau, que ça me dérange, que ça ne me dérange pas, puisque c'est quasiment un interdit de la Torah, alors là, dans tous les cas, ça sera interdit d'enlever. Ça, c'est un cas qui est très difficile le jour du Shabbat, ou quelqu'un qui souffre de lèvres qui sèchent, ou qui a toutes sortes de peaux qui le dérangent. Enlever des peaux, c'est un interdit de la Torah de Gozez. Parce qu'on détache la peau de son endroit vital. Donc c'est un interdit de la Torah. D'accord? Donc on répète, lorsque, la règle elle est comme ça, lorsque j'en détache de sa manière, de sa vitale, de sa source vitale, de manière normale, un vrai détachement, avec un ustensile, normal, ça veut dire, ça dépend où est-ce qu'on est, si c'est les cheveux ou si c'est les ongles avec un ustensile, ce sera un interdit de la Torah. Si c'est avec la main, c'est un interdit des chachamim. Lorsque c'est quasiment détaché dans les ongles, et que ça me fait mal, j'ai le droit d'arracher avec la main. Tandis que les peaux, c'est un interdit de la Torah, dans tous les cas de figure, on n'a pas le droit de retirer. C'est clair? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Encore un autre cas. Un autre cas, d'un interdit des chachamim de Gozez. On n'a pas encore vu. Les pellicules dans les cheveux. Dans les cheveux, il y a deux sortes de pellicules. Il y a la couche de pellicule où elle se forme sur le cuir chevelu. Et il y a des pellicules qui se trouvent dans les cheveux. D'accord? Alors, enlever la pellicule qui se trouve, la couche de pellicule qui se trouve sur le cuir chevelu, c'est un interdit des chachamim. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se gratter, il sait qu'il a une couche de pellicule, il gratte, il veut essayer d'enlever. C'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Pas de la Torah. Parce que c'est pas vraiment attaché. C'est pas comme les cheveux, c'est pas comme les ongles. Mais c'est quelque chose quand même qui prend sa source vitale du cuir chevelu, mais qui n'est pas vraiment attaché là-bas. Donc c'est une source vitale qui n'est pas vraiment source vitale. Donc, ça change un peu de la définition, donc ça sera un interdit des chachamim. Donc je n'ai pas le droit de vous gratter les pellicules qui sont formées sur la croûte vraiment du cuir chevelu. Tandis que si c'est des pellicules qui sont dans les cheveux, et toutes les pellicules qu'il y a dans les poils de cheveux, il n'y a pas de problème d'enlever ça pendant Shabbat, en se bougeant les cheveux et d'enlever. Parce que c'est déjà détaché du cuir chevelu. Donc il n'y a pas de problème. La pellicule sur le cheveu, ça ne s'appelle pas que c'est attaché de manière vitale. Ce n'est pas la source de la pellicule. La source de la pellicule se trouve sur le cuir chevelu. Mais si c'est déjà dans les cheveux, comme ça, un peu, se frotter les cheveux un peu, comme on a vu qu'on a le droit de se gratter les cheveux. Frotter les cheveux et qu'il y a des pellicules qui sortent, c'est pas un interdit de gozez. C'est en fait, c'est un mélange. On va dire que les pellicules, ils se mélangent avec les cheveux. Je ne veux pas que les pellicules soient mélangées avec les cheveux, je les enlève. Donc c'est en fait séparer un mélange. C'est pas détaché de sa source vitale. Les pellicules, lorsqu'ils sont mélangés avec les cheveux, ça ne s'appelle pas source. Donc il n'y a pas d'interdit de gozez. D'accord?
trier aussi, il n'y a pas d'interdit. Parce qu'il n'y a pas de moyen. On ne peut pas enlever les cheveux des pellicules. C'est la seule manière d'enlever les pellicules, donc c'est l'habitude, donc on a le droit. D'accord? Donc ça c'est quasiment tout ce qu'on a vu dans la Melacha de Gozé. Je crois qu'on a quasiment terminé. On va juste répéter encore un petit point. Si utiliser une brosse, dans tous les cas de figure, le jour du Shabbat, je parle d'une vraie brosse. Une brosse où il y a des dents, où on se peigne, où les dents de la brosse ils rentrent dans les cheveux pendant Shabbat, c'est un interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que la brosse, elle arrache les cheveux. Même si elle n'arrache pas de manière 100%, mais un des rôles de la brosse, c'est d'arracher des cheveux. À part arranger les cheveux, c'est aussi, s'il y a des cheveux, s'il y a des nœuds, s'il y a des cheveux qui collent, c'est utiliser une broche pour arracher ces cheveux lorsque je me brosse. Donc, d'autant plus que si on se brosse bien les cheveux, que c'est quasiment, qui mate 100%, qu'on arrache les cheveux avec la brosse. Et c'est utiliser un ustensile. Donc les brosses de cheveux sont interdites. Les seules brosses qui sont permises le jour du Shabbat, c'est des brosses qui sont faites avec des poils très doux, qui ne rentrent pas dans les cheveux. Donc les poils, on peut utiliser ça juste pour s'arranger un petit peu la forme des cheveux. D'accord? Mais utiliser une brosse pour se brosser, c'est interdit. Et donc la brosse est muktzeh. Ça c'est un principe que toute chose qui est un ustensile qui est interdit d'utiliser le Shabbat, il devient muktzeh, on ne peut pas le déplacer. D'accord? Ça aussi, c'est des choses qui sont muktzeh. Par contre, se gratter les cheveux, même fort, se gratter la barbe, se gratter des longs cheveux, et en se grattant, on risque d'arracher des cheveux, c'est permis. Même si je me gratte, et je sais qu'après que je me gratte, je vais voir dans mes mains des poils de cheveux, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Alors là, il faut utiliser les règles qu'on a vues il y a 2 semaines. Arracher, même si je m'arrache les cheveux, est-ce que je fais un interdit de la Torah ou des Chachamim? Des Chachamim, parce que c'est avec la main. Est-ce que j'ai l'intention de m'arracher les cheveux? Non. J'ai l'intention de me gratter. Je ne suis pas en train de m'arracher les cheveux. L'interdit des Chachamim, il est de prendre les cheveux et de les arracher. Là, je me gratte. Je me gratte de manière assez sûre que les poils vont arracher. Mais moi, je ne veux pas les arracher les cheveux. Et c'est un interdit des Chachamim. Et je ne suis pas intéressé par ça. Ces 3 critères, ils font que ça devient permis. Voilà encore un autre exemple. Qu'il y a un interdit des Chachamim de base, c'est-à-dire arracher les cheveux directement. Mais lorsque je rentre plein de critères, cet interdit devient permis. Chose que je ne peux pas faire dans un interdit qui est des Doraïta. Si c'est un interdit par la Torah, dans tous les cas de figure, je ne peux pas utiliser un ciseau et me couper les cheveux, dans tous les cas de figure. Mais puisque là c'est un interdit des Chachamim, je commence à rentrer plein de critères. J'ai pas l'intention. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est un interdit des Chachamim. Ça devient permis. D'accord? Donc quelqu'un a le droit de se gratter les cheveux, même s'il est sûr qu'il va arracher des poils. Étant donné qu'il n'a pas l'intention. Je ne parle pas de quelqu'un qui a l'intention de s'arracher les cheveux. D'accord? Donc ça c'est toutes les règles qu'on a vues. Toutes les règles qu'on a vues dans Gozez. D'accord? Toutes les règles qu'on a vues dans la Melacha de Gozez. Des interdits de la Torah, des interdits des Chachamim, et des cas pratiques où on a vu que dans certaines conditions et en utilisant certaines règles, les interdits des Chachamim deviennent permis. Donc je résume en bref ce qu'on a vu. Utiliser un ustensile, couper quelque chose de sa source vitale, d'accord, ça sera interdit de Gozez. Ça peut être des poils, ça peut être des plumes d'une peau d'un poulet, ça peut être des cheveux, ça peut être des ongles, ça peut être de la peau. Des fois, c'est même avec la main, c'est normal, c'est les peaux de la lèvre. Des fois, même avec un ustensile, c'est permis. Dans quel cas? C'est permis. C'est un interdit des Chachamim, même si c'est un ustensile. Dans quel cas? Rappelez-moi. Qui se rappelle? On vient de voir ça il y a 5 minutes. Dans quel cas, lorsque j'utilise un ustensile, et quand même, ça sera interdit par les Chachamim. C'est quand on coupe un ongle qui est déjà moitié enlevé. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il manque dans la définition. C'est vrai que la définition, on a dit qu'il faut que ça soit normal avec un ustensile, mais il faut que ça soit attaché de manière normale.
de détacher de sa source vitale. Un ongle qui est complètement détaché, quasiment détaché, il est déjà complètement découpé de sa source vitale. Donc ça l'interdit des chachamim. Et donc là, on a utilisé une règle qui dit que si je souffre et que je fais ça avec ma main, là ça sera permis. Chose que je ne peux pas faire dans un interdit de la Torah, qui est par exemple la peau qui est autour des lèvres. Vous comprenez comment ça marche, le principe? D'accord? Pareil, lorsque on a un interdit des chachamim, on rentre dans plusieurs de cas de figure et de règles. Par exemple, on a parlé il y a 2 semaines, un élastique qui reste coincé dans les cheveux. Et j'ai aucune possibilité d'enlever l'élastique. Il parle d'une fille qui a des longs cheveux, qui est coincée dans les cheveux. Impossible d'enlever l'élastique sans arracher les cheveux. Est-ce que j'ai le droit d'enlever l'élastique? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi? C'est exactement le même principe qu'on a vu tout à l'heure de quelqu'un qui se gratte les cheveux. Parce que est-ce qu'en enlevant l'élastique, elle a l'intention d'arracher? Non. Ben oui, parce que... Elle n'a pas l'intention d'arracher ses cheveux. Il n'a pas l'intention. Voilà. Est-ce que c'est un interdit de la Torah ou des chachamim? C'est des chachamim, j'utilise pas un ciseau. Est-ce que ça m'intéresse d'arracher les cheveux ou ça m'intéresse pas? Ça m'intéresse pas. Donc ces 3 critères-là, ils font que ça devient, dans ce cas précis, bien sûr, on ne peut pas nous permettre, comment ça va permettre, dans ce cas précis, puisque c'est un interdit des chachamim, ça devient permis. Donc dans ce cas-là, elle pourra arracher cet élastique, même si en passant, elle va arracher les cheveux. D'accord? Donc encore une fois, c'est ça la règle de tout le cours. Définir ce que c'est un interdit de la Torah ou c'est un interdit des chachamim. Et lorsque c'est un interdit des chachamim, on va commencer à appliquer toutes sortes de règles. Bien sûr, de nous-mêmes, on ne peut pas interpréter les règles. Dans les cours, on étudie des règles très précises. Dans quel cas ça devient permis? Donc 2 cas, on a vu que c'est permis. C'est lorsque j'ai pas l'intention de faire, même si c'est inévitable et que je ne suis pas intéressé dans un interdit des chachamim. Et deuxième chose, on a vu lorsqu'on est mitztaher et que c'est quasiment détaché, d'accord, dans les ongles, par exemple, on a vu ça, et que je souffre, les chachamim n'ont pas interdit d'enlever ça avec les mains. Ça, c'est les 2 choses qu'on a permis. Et il y a des cas qui ne sont pas du tout dans la définition de Gozès, ni de la Torah, ni des chachamim. Par exemple, les pellicules qu'on a parlé dans les cheveux. C'est vrai que les pellicules, naturellement, ça se trouve dans les cheveux, mais la source, c'est sur le cuir chevelu, pas dans les cheveux. Donc, il n'y a pas du tout d'interdit. Un autre exemple, une croûte qui s'est formée dans quelqu'un qui a pris un coup. Donc ça se cicatrise et il y a une croûte qui se forme. Maintenant bien sûr, à condition que s'il veut enlever cette croûte-là pendant Shabbat, c'est permis. Pourquoi? Parce que la croûte, elle ne prend pas la source vitale dans la peau. C'est quelque chose qui est extérieur à la peau. C'est pas quelque chose qui est rattaché. C'est quelque chose qui s'est formé sur la plaie. C'est pas quelque chose qui, c'est pas comme arracher un morceau de peau. D'accord? C'est quelque chose de sec qui se forme sur la plaie. Mais ce n'est pas attaché de manière directement sur la peau. Donc on a le droit d'enlever ça. Ça ne rentre même pas dans la définition de Gozès, attaché à sa source vitale. D'accord? Voilà. On a clôturé toute la Melacha de Gozès. Maintenant on va commencer. Maintenant je crois qu'il a eu... Ouais, avec toute l'interruption qu'on a eue, donc on a encore du temps. On va commencer une nouvelle Melacha. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire, une question sur cette Melacha de Gozès? Quelque chose qui n'a pas été compris, quelque chose qui a besoin d'explication? Personne? Non. C'est bon, c'est clair? Bon. Alors on continue. On continue. C'est quoi la prochaine Melacha dans la liste des 39? Qu'est-ce qui vient après Gozès? Qui veut deviner la prochaine Melacha? Blanchir. Blanchir, très bien. Blanchir. En hébreu, ça s'appelle melaben. Melaben. Melaben, ça vient du mot lavan. Lavan en hébreu, c'est couleur blanche. Blanchir. D'accord? Dans la paracha de Shavuot, on va avoir affaire à Lavan. Lavan, lui, c'était un grand truand.
celui qui a escroqué Yaakov Avinu. Lavan, ouais, le frère de Rivka. Pourquoi il s'appelle Lavan? Parce que lorsque c'est blanc, toutes les possibilités sont possibles. Une feuille qui est de couleur blanche, le blanc c'est une couleur où qui peut dire que tout est possible. Donc Rama et Lavan qui étaient truands, pour lui tout est possible. Avec un truand, il veut essayer toutes les possibilités possibles. C'est pour ça qu'on appelle Lavan. D'accord? Lavan c'est la couleur blanche. Donc blanchir, on est en train dans les étapes du Mishkan. On a coupé la laine. Qu'est-ce qu'on fait avec la laine maintenant? On doit la blanchir. Parce que pour faire des beaux habits, ou des habits pour le Kohen Gadol, ou des belles tentures, il faut que la laine soit très très propre. Donc on blanchit la laine. Et bien sûr, tout ce qui va rentrer dans cette mélacha, ça va être lavé. D'accord? Toute la mélacha de laver le linge, laver un habit, une tache sur un habit. D'accord? Tout va rentrer là-dedans. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on commence une nouvelle mélacha? On définit l'action per, d'accord? Le Av mélacha. Donc qu'est-ce qu'on faisait au Mishkan? Si je veux définir qu'est-ce que c'est Av mélacha, il faut que je me réfère à la construction du Mishkan et qu'est-ce qu'on faisait. Alors que ça veut dire quoi? Blanchir une laine. Ça veut dire quoi blanchir? Ça c'est l'action per. Qu'est-ce qui s'appelle blanchir? Alors blanchir bien sûr c'est pas prendre une couleur blanche, la peinture blanche, et de peindre en blanc la laine. Parce que ça, c'est une autre mélacha. C'est la mélacha de peindre. Peindre ou teindre. C'est de sauver. Ça, on va l'étudier en temps voulu, ça. C'est pas ça qu'on faisait. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prend la laine qu'on vient de tondre du mouton, c'est la mélacha de Gozès qu'on vient d'étudier. On prend toute cette laine, on la fait baigner dans de l'eau et des produits. Et ces produits-là, ils ne vont pas teindre la laine, mais c'est des produits forts qui vont blanchir la laine, qui vont la rendre plus blanche. D'accord? Il y a des publicités pour des lessives qui disent qu'ils lavent plus blanc que blanc. Ouais? Je sais pas, je crois que c'est Ariel. Ça rend plus blanc, ça rend le linge plus blanc que blanc. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la lessive, c'est en fait prendre de la lessive et dans une bassine d'eau et mettre un habit avec beaucoup de lessive comme ça va agir sur l'habit et donc ça va blanchir l'habit. C'est de la matière, c'est en fait une matière qui blanchit. Donc c'est pas peindre l'habit. Si on veut blanchir un habit, ou bien c'est peindre un habit, ou bien c'est un habit qui est sale qu'on va lui mettre sale ou utilisé, peu importe, où il y a des taches. Et cette matière, elle va pénétrer dans l'habit et elle va le blanchir. Donc ça, c'est l'acte. Comme ça, on faisait au Mishkan. On prenait toute la laine qu'on nettoie, on met dans une grande bassine avec un produit là-bas qui blanchissait la laine, et on obtient une laine blanche, vraiment blanche. Avec ça, on va pouvoir commencer à faire les fils et faire des habits nickel. Donc c'est une mélacha, c'est une étape très importante. Maintenant, on va voir c'est quoi la tolda. Tolda, ça veut dire c'est quoi la dérivée de cet acte de père qui est blanchir une laine. Alors le Rambam nous dit que si on prend un habit qui peut être ou bien sale avec des taches, ou même s'il n'est pas avec des taches, s'il est utilisé, d'accord, une chemise qui sort d'une lessive, c'est pas comme une chemise qui a été mise pendant 24 heures. Elle est pas forcément, même si la personne n'a fait aucune tâche. La chemise, elle est un peu noircie du fait que la personne s'est habillée avec cette chemise. D'accord? Le Rambam nous dit, laver un habit, pas forcément avec de la lessive. Laver un habit, c'est-à-dire prendre un habit dans de l'eau et frotter l'habit, comme ça le Rambam nous dit, c'est un dérivé de l'action père de blanchir. Et donc, c'est un interdit de la Torah. Prendre un habit sale le jour du Shabbat, le mettre dans de l'eau et frotter, en frottant et en mettant dans de l'eau, c'est un interdit de la Torah de Melaben. Maintenant, le Rambam nous dit que c'est un dérivé. Pourquoi c'est pas une action père? Parce que
la définition, elle est répondue. C'est-à-dire la définition, c'est blanchir un habit. Qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on a blanchi un habit? Il y avait un habit qui est la laine par exemple. Elle était blanche la laine. La laine quand elle est sur le mouton, elle est blanche. Seulement je l'ai rendue plus blanche. Donc j'ai amélioré l'état de la laine en prenant des produits. Donc ça c'est la définition. Changer l'état d'un habit et le blanchir. Donc maintenant lorsque je prends un habit qui est sale et je le mets dans de l'eau et que je frotte, je blanchis l'habit en fait. Je blanchis pas forcément à un niveau de mettre des produits et de le rendre plus blanc que blanc. Le rendre plus blanc comme il était avant. Mais là, un habit qui était sale, en prenant dans de l'eau et en frottant, il va devenir propre. Donc rendre propre un habit, c'est en d'autres termes blanchir un habit. C'est pas exactement, vous voyez la différence qu'il y a entre Av et Tolda. Il y a une différence toujours. Il y a une différence de définition. Mais Ilkhati, c'est exactement pareil. Quelqu'un qui prend un habit et qui le met dans du produit et qui blanchit l'habit, et quelqu'un qui prend un habit et qui le frotte dans de l'eau, les deux cas c'est exactement pareil, c'est un interdit de la Torah de Melaben. Comme ça le Rambam nous dit. Claire la définition? Parce qu'on a enlevé la tâche. Ou bien même s'il n'y avait pas de tâche, étant donné que c'est utilisé, on a retapé, on a remis le plus propre. Rendre propre, c'est blanchir un habit. D'accord? Maintenant, encore une fois, si j'approfondis encore une fois la définition, il faut se référer exactement à ce qu'il y avait au Mishkan. Donc, au Mishkan, qu'est-ce qu'on blanchissait? De la laine. Donc, il faut que je me rattache à la définition qu'il y a au Mishkan. Si quelqu'un il prend un meuble, une table, une chaise, des choses qui sont faites en matière dure, et qui décide de les laver le jour du Shabbat, bon, pas avec, on va dire pas avec un chiffon parce qu'on rentre dans d'autres problèmes. On va dire avec sa main, il prend de l'eau, des produits et il frotte son meuble. D'accord? C'est permis ou c'est interdit? Qu'est-ce que vous pensez? Quelqu'un il a une table sale, il prend de l'eau. On va dire il prend une raclette comme ça où il n'y a pas de problème de serrer. Et il lave bien comme il faut sa table. Sa table maintenant elle est nickel, elle brille. Il prend plein de produits, plein de savon. Il a le droit ou pas? C'est interdit des Khamim. C'est Un interdit des Khamim. Ah, pourquoi c'est interdit des Khamim? Parce que c'est pas un blanchissement. C'est Ce n'est pas un blanchissement qu'il fait, c'est pas une action père. Alors là, hein, c'est ça justement. C'est même pas interdit par les Chachamim, parce que ça n'a rien à voir. Ça veut dire que si ça ne répond pas comme il faut à la définition, donc c'est pas du tout une action qui rentre dans cette mélacha. Et donc c'est tout à fait permis. Parce que blanchir, on parle d'une laine. Donc ça va être toute chose qui ressemble à la laine, qui rentre dans le même cadre que la laine. Donc c'est tous les habits. Mais du bois, un meuble, une chaise, quelque chose qui est fait en matière dure, ça n'a rien à voir avec la laine. Donc, il n'y a pas d'interdit de laver quelque chose qui est fait en matière dure le jour du Shabbat. Maintenant, il ne faut pas utiliser un chiffon, hein, parce qu'on rentre dans d'autres problèmes qu'on a déjà étudiés. On va revoir aussi. On rentre dans le problème de presser le chiffon. Ça, c'est un autre problème. Moi, je parle que je lave sans utiliser de chiffon. Ou bien en utilisant un sac plastique, on va dire. Je frotte. Blanchir une matière dure, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de la Melacha de Shabbat et c'est permis. D'accord? Donc, maintenant, il y a des matières qui rentrent entre les deux. Et ça, on va les étudier par la suite. Comme le cuir, le plastique. Ça, on va voir. Est-ce que le cuir et le plastique, ça se rapproche par rapport à l'habit ou c'est comme une matière qui est dure? Ça, on va voir, on va étudier ça en temps voulu. On ne va pas rentrer dans ça maintenant. En tout cas, une matière qui est dure, ça ne rentre pas dans la définition. Définition, c'est prendre un habit et le blanchir. Ou bien en utilisant des produits, ou bien en le frottant et en lavant. Ça, c'est l'interdit de la Torah Mishum Melaben. Maintenant, toujours quand on définit une action interdite, on dit toujours le shiur. Shiur, c'est quoi le shiur? C'est une mesure. C'est-à-dire que pour que ça soit un acte et que ça s'appelle melacha, il faut qu'il y ait une certaine mesure.
Maintenant, bien sûr, si on n'a pas atteint cette mesure, c'est toujours interdit. Seulement, c'est juste ce que ça s'appellera. Ça sera interdit aussi par la Torah. Seulement, est-ce que c'est une mélacha ou c'est pas une mélacha? C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est juste à titre de connaissance. C'est-à-dire, dans la pratique, il n'y a pas de différence de ce que je fais le shiur ou je fais moins que le shiur. Mais c'est bien de savoir qu'est-ce qui s'appelle vraiment mélacha. C'est une des conditions de la mélacha. Donc, par exemple, si quelqu'un il blanchit un fil, il faut qu'il fasse au moins 30 cm. S'il blanchit un habit, s'il lave un habit, il faut qu'il fasse au moins 6 cm sur 6 cm. Parce que d'après la Torah, quelque chose qui fait moins que 6 cm sur 6 cm, ça ne s'appelle pas un habit. Ce n'est pas assez important pour que ça s'appelle habit. Si c'est fait de peau, il faut que ce soit 10 cm sur 10 cm. Ça, c'est le shiur de la mélacha. Pour que ça s'appelle que j'ai fait une mélacha et appliquer toutes les définitions qu'on vient de voir, il faut que j'ai minimum un habit de 6 cm sur 6 cm. Si c'est moins que ça, c'est interdit par la Torah de laver ça, mais ça ne s'appellera pas mélacha. Par exemple, si quelqu'un il lave ça avec attention, on va dire qu'il ne sera pas chayav karet. S'il lave ça béchogeg, il ne doit pas amener un korban, mais ça reste interdit par la Torah. Bien fait. Clair pour l'instant, la définition est claire? Ça, c'est la nouvelle mélacha de Melaben. Maintenant, on continue. Là, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant qui a un lien très fort avec une mélacha qu'on a déjà étudiée. Qu'on a déjà étudiée il y a plusieurs mois. C'est la mélacha de Dash. Dash, c'est quoi? C'est battre le blé. Maintenant, si vous vous rappelez, on a fait plusieurs cours sur cette mélacha. C'est une mélacha très riche. Une des choses qu'on a vues, c'est essorer un habit. Essorer un habit. Vous vous rappelez de ça? Si je sors un habit d'un liquide qui s'est imbibé dans cet habit, ça s'appelle presser. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de presser un habit le jour du Shabbat. D'accord? Maintenant, on met ça de côté pour l'instant. Et on voit ce que le Rambam nous dit. Le Rambam nous dit comme ça. C'est chose intéressante. Il nous dit que prendre un habit, essorer un habit le jour du Shabbat, c'est l'interdit, c'est une dérivée de la mélacha de laver. Il compare ça, une comparaison intéressante. Il dit c'est comme remuer un plat qui n'a pas fini de cuire. Ça aussi on a étudié dans la mélacha de Bichoul. Si vous vous rappelez, on a dit, quelqu'un, il a mis un plat à cuire avant l'entrée de Shabbat. Ce plat, il se trouve sur le feu. Ça n'a pas fini de cuire encore. Et il décide, une fois que le Shabbat est déjà rentré, de prendre une cuillère, comme ça, une cuillère en bois de chef, on va dire, et de remuer la marmite. On a dit, c'est un interdit de la Torah, Mishum Bichoul. Malgré qu'il n'a pas mis le plat sur la flamme. Le plat, il était déjà mis sur la flamme avant Shabbat. Mais étant donné qu'une des actions de cuisson, c'est aussi remuer, donc, ça s'appelle cuire. C'est un des soraires de Bichoul, c'est un des besoins de la cuisson de remuer. C'est une action importante qui fait partie de la cuisson. Parce qu'en remuant, la partie qui est en haut, elle vient en bas, la partie qui est en bas, elle vient en haut. Ça active la cuisson et ça permet de mieux cuire. Donc, c'est l'interdit de la Torah. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Maintenant, le Rambam nous dit, pareil. Il y a déjà une bassine avec un habit qui est déjà imbibé dans de l'eau, on va dire, et dans la lessive, comme ça, avant Shabbat. Seulement, quelqu'un pendant Shabbat, il prend l'habit et il essore l'habit. Le fait d'essorer l'habit, c'est aussi un interdit de Melaben. Pourquoi? Parce que essorer, c'est comme, il a un rôle dans le lavage de l'habit. La preuve, c'est dans les machines à laver, il y a un programme aussi d'essorage. Ça veut dire que si c'est une machine à laver, il y a l'eau qui rentre, il y a laver, il y a le fait que ça bouge, ça lave, il y a la lessive et tout, mais il y a une étape
qui est essorage. Donc le fait d'essorer l'habit, ça aide à nettoyer l'habit. D'accord? Donc le Rambam il nous dit que essorer l'habit, c'est une dérivée de Melaben. C'est comme prendre l'habit et le frotter. Ça aussi c'est une dérivée de Melaben. Donc maintenant on a vu 3 actions ici. 3 actions. Première action, tremper un habit dans un produit. Voilà, c'est sûr que c'est Melaben, c'est l'action père. Deuxième action, même s'il n'y a pas de produit, prendre un habit qui est sale, le mettre dans de l'eau et frotter. Ou bien, troisième action, prendre un habit qui est déjà imbibé dans de l'eau, de prendre l'habit et de l'essorer. En essorant l'habit, il s'essore, et ça aide l'habit à devenir plus propre. C'est comme frotter en fait. Comme ça le Rambam nous dit, ces 3 actions sont des interdits de Melaben. Maintenant, il faut bien voir maintenant deux actions. Et là on va utiliser 2 Melachot en même temps. Si quelqu'un maintenant, il y a de l'eau, il y a un habit qui est dans de l'eau, on va dire qu'il a besoin de cette eau. On va dire qu'il ne va pas la boire parce que c'est une eau qu'on a lavé un habit qui est sale. On va dire qu'il a besoin de cette eau pour laver le parterre, on va dire, sans servir. Ou il a besoin pour une quelconque lingerie, pour donner ça à sa poule, il a besoin de cette eau. Donc maintenant, il y a un habit qui est imbibé d'eau. La personne, elle prend l'habit le Shabbat, elle essore l'habit, et en essorant l'habit, elle récupère l'eau qui se trouve imbibée dans l'habit. Combien d'interdits elle a fait, cette personne? Qu'est-ce que vous pensez? Déjà essorer, ça fait déjà un interdit. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle fait comme action? Elle essore. Mais combien d'interdits? Combien de Melachot rentrent en jeu ici? Vous avez cette eau pour laver, vous dites? Oui, c'est une eau pour laver l'habit. On va y avoir aussi laver. Donc elle sort, elle lave. Oui, très bien. Ça, c'est la première action interdite. Deuxième action, c'est trier? Trier, non. Pourquoi trier? Non, entre l'eau et l'habit. Non, ça ne s'appelle pas trier. Il y a une meilleure action qui n'est pas appropriée à trier, qui est appropriée à une autre melacha. On a déjà parlé un peu tout à l'heure. C'est presser l'eau qui se trouve imbibée dans l'habit. Mais essorer ou presser, C'est la même chose. c'est la même chose? Oui, si je sors un habit, je presse le liquide qui est à l'intérieur. Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire quoi? Par rapport à laver. Mais oui, j'avais dit donc essorer, laver, essorer. Vous avez employé ces 2 termes. Ah, c'est très bien. Très bien, ça veut dire qu'il y a 2 actions ici. Lorsque je sors un habit, d'un côté, pour l'instant je parle que j'utilise avec de l'eau qui est propre comme il faut. Oui. Donc d'un côté, je lave mon habit, parce qu'en essorant mon habit, il est propre, il devient plus propre. C'est une des étapes du lavage. Et deuxième action, il y a essorer l'habit. C'est en fait presser pour faire sortir le jus qui est imbibé, l'eau qui est imbibée dans l'habit. Et ça, c'est un interdit de presser. C'est comme presser les fruits. C'est comme battre le blé. C'est comme enlever le fruit d'une écorce. C'est la fameuse melacha de Dash. C'est comme traire une vache. Pour celui qui était là dans les cours de Melechet Dash, il se rappelle de tous ces chichis horribles là. Il y a un point commun à tout, c'est quelque chose qui est incorporé dans une autre chose, comme le blé. Le grain de blé qui est incorporé dans son écorce, battre le blé, je fais sortir le blé de son écorce. Traire une vache, il y a le lait qui est incorporé dans le pied de la vache, je fais sortir le lait de la vache, c'est un interdit de la Torah. Dash. Presser un habit, pareil. Presser du jus, prendre un raisin et presser le raisin. Il y a le jus qui est incorporé dans le raisin, c'est un interdit de la Torah de faire un jus de raisin. Pareil, un habit qui est imbibé, presser l'habit et faire sortir l'eau de l'habit, ça s'interdit de la Torah. D'accord? Seulement, il y a une différence ici. Il y a des cas où je veux transgresser qu'un seul interdit qui est lavé. Je sors un habit,
et je transgresse que melacha, oui, je parle par rapport à la melacha, je ne fais qu'une seule melacha de laver. Et il y a une autre personne aussi qui est sans un habit et qui transgresse deux melachot, laver et essorer. Quelle différence? À vous de réfléchir. Je reprends la question. Il y a deux personnes qui essorent un habit. Il y en a un qui va transgresser qu'une seule melacha, c'est la melacha de laver, dans de l'eau, je parle bien sûr. Et il y a une deuxième personne qui va faire la même action et qui va transgresser deux melachot, laver et essorer. Celui qui servira de l'eau après pour nettoyer. Très bien, très bien. C'est-à-dire que si je sors avec l'intention de récupérer l'eau, alors là, je transgresse l'interdit de presser, d'essorer, de dash. Parce que battre le blé, ou traire une vache, ou presser un raisin, ou toutes choses comme ça, ça peut être melacha que si on a l'intention de récupérer le produit qu'on veut. D'accord? Ça, c'est la melacha. Mais pour laver, peu importe si je récupère ou si je ne récupère pas. Même si je ne récupère pas du tout l'eau. Dans une machine à laver où il y a l'essorage, l'eau elle part dans l'égout. Personne ne récupère cette eau. Et pourtant on lave. C'est-à-dire l'habit pour qu'il soit lavé, peu importe si on récupère l'eau ou si on ne récupère pas l'eau. C'est peu importe. Donc tout dépend, est-ce que je vais avoir l'intention de récupérer derrière ou pas récupérer derrière. Si maintenant quelqu'un sort sans avoir l'intention de récupérer l'eau, ce sera que la mélacha de laver. Maintenant, est-ce que c'est aussi interdit à cause de presser? C'est-à-dire, il faut bien faire attention aussi. J'ai dit que s'il ne récupère pas l'eau, il ne transgresse pas deux mélachot. Mais il y aura quand même un interdit des chachamim de presser. Parce qu'il fait quand même l'action de presser. Seulement, il manque le but. On a parlé de ça il y a 2 semaines. C'est comme quelqu'un qui creuse un trou et qui ne veut pas utiliser le trou. C'est une action interdite, seulement il n'y a pas le but. Pareil, presser sans obtenir le résultat, c'est une action interdite, mais il n'y a pas le but. Donc ça devient des rabanan. Donc quelqu'un qui presse un habit avec de l'eau, d'accord, sans récupérer, il y a un interdit, une mélacha. S'il récupère, il y a 2 mélachot. Et presser et laver. S'il ne récupère pas, il y aura un mélacha de laver, parce qu'il lave, il les sort. Et presser, ça sera interdit par les chachamim. Maintenant, si quelqu'un il lave son habit avec du jus d'orange, un peu bizarre. Donc il sort un habit qui est imbibé de jus d'orange. Non. Combien d'interdits il y a ici? Je les sors. La même action, seulement au lieu que c'est de l'eau, c'est du jus. C'est du jus de fruits. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas une action normale aussi, le jus de fruits, c'est pas l'action normale par rapport au linge. Et donc, alors ça c'est pas ça. Alors, c'est vrai, c'est déjà une bonne manière de réfléchir. Déjà, on parle par rapport à... Donc, on va réfléchir. Il y a l'interdit encore de laver et l'interdit de essorer. Par rapport à laver, je ne sais pas qui c'est qui vient de parler, mais on m'a dit que c'est pas normal. Alors moi, je rajoute sur ça que c'est pas du tout normal. Et alors, dans la mélacha de Gozès, on a parlé par exemple quelqu'un qui se ronge les ongles ou qui s'arrache les cheveux, on a dit que c'est pas normal. C'est vrai que c'est pas normal, mais quand même, la définition, elle a été remplie. C'est qu'on a quand même déconnecté quelque chose de sa source vitale. Donc il y a quelque chose quand même, mais c'est pas normal, donc ça devient interdit par les chachamim. Mais laver avec du jus d'orange, ça lave pas du tout. Donc c'est pas du tout l'interdit de laver. On n'est pas du tout ni des oraïta ni des chachamim pour laver. Ça s'approche pas du tout de laver, il faut qu'on salit. Donc laver, dans tout ce qui est pas eau, c'est complètement descendu. Donc qu'est-ce qui nous reste maintenant comme interdit? Presser, essorer. Si je veux récupérer, ça sera l'interdit de la Torah. D'accord? D'essorer. Mais si je ne récupère pas, ça sera l'interdit des chachamim. D'accord? Donc on a vu à peu près 4 cas dans l'essorage d'un habit. Pourquoi on a parlé d'essorer un habit? Parce qu'on a défini la mélacha de Melaben. Et la mélacha de Melaben, c'est
blanchir un habit au Mishkan avec des produits. Ensuite, on a parlé de, même sans produit, de prendre un habit qui est sale et de le frotter. C'est aussi le rend propre, donc ça l'interdit, c'est une dérivée. Et ensuite, on a parlé d'essorer un habit dans de l'eau, que même si on n'a même pas trempé dans l'eau et on n'a payé aucun produit, on a juste essoré l'habit, qui est sale, c'est aussi un interdit de laver parce que c'est un des étapes du lavage. Maintenant, puisqu'on a parlé d'essorer, donc on a rentré dans une autre critère est rentré en jeu ici, c'est presser un habit qui est imbibé. Lorsque je presse, alors ça dépend. Si c'est avec de l'eau et que je veux récupérer, il y a deux interdits de la Torah, laver et presser. Si je ne récupère pas, il y aura interdit des chachamim presser, interdit de la Torah, laver. Si c'est des jus de fruits, qui n'est pas de l'eau, et qui salit l'habit, laver, il n'y a aucun problème de lavage, ni d'aura interdit de chachamim. Il y aura un problème par contre de presser. Si je récupère de la Torah, si je ne récupère pas des chachamim. Voilà. Donc, on a bien défini l'introduction de notre nouvelle mélacha de Melabel. Maintenant, on va continuer Bezrat Hashem. La semaine prochaine, on va commencer à rentrer plus dans les détails et plus de cas pratiques. Voilà.